Et voilà. Oui, qu'est-ce que j'allais dire? Bon, le chapitre 9, il n'y a pas très grande chose à dire parce que c'est un chapitre très relativement simple. C'est un complément du chapitre 7. On peut le voir très bien dans la feuille de formule. Le chapitre 9, en fait, c'est exactement ces deux lignes-là. On veut chercher toujours une estimation d'une moyenne, donc c'est une moyenne. Bon, qui veut dire une moyenne, veut dire forcément un total. Cette estimation de moyenne, on peut la trouver de deux façons. Une estimation par la différence et une estimation par le quotient. Il ne faut pas le confondre avec le quotient ordinaire du chapitre 7. Ça, c'est une estimation d'une moyenne par la méthode du quotient. Ce qui est intéressant dans les formules, c'est que ça fait impliquer deux variables en même temps, le y et le x. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire encore plus à notre détail? Voilà, les questions de ce chapitre-là sont très claires. Pour ne pas les confondre avec les autres, on vous dit clairement estimer la moyenne par la méthode de la différence ou estimer la moyenne par la méthode du quotient. Et puis, comme j'ai dit, si on parle de moyenne, on peut parler aussi de total. Ça nous ramène vers les questions qu'on a laissées à part dans les mises en situation, ces trois questions-là. Si vous vous rappelez un petit peu de l'exemple de l'hôtel, hôtel, chambre et lit. Je pense X, c'était le nombre de chambres et Y, le nombre de lits. Ben, si on regarde la question 94, sachant qu'il y a 88 000 chambres dans tous les hôtels de la région métropolitaine, estimez par le quotient le nombre total de lits dans tous les hôtels. Donc, je suis à la question 94, page 51 du manuel gris. Donc, ce qui est intéressant aussi dans la question, c'est cette phrase-là. Estimer par le quotient le nombre total. Vous savez que le nombre total, on ne peut pas l'estimer, comment dirais-je. Le quotient n'a pas une relation, dans le chapitre 7, il n'y a pas une relation entre le quotient et le total. Donc, je suis forcément dans le chapitre 9. Je veux chercher le total, entre guillemets, la moyenne, par la méthode du quotient. Ben, tout d'abord, pour que ce soit l'estimation par la différence ou par le quotient, il faut toujours chercher le mu x. Ce mu x, ça représente la moyenne de la variable x dans la population. Ici, x, c'est le nombre de chambres. On ne nous a pas donné le mu x, mais on nous a donné le total des chambres. Donc, je prends le total qui est de, c'était combien? Voilà, 88 000. On voit ici, sachant qu'il y a 88 000 chambres, ça représente le total des x. Et je le divise par le grand N pour que je trouve cette moyenne dans la population. Ce que je trouve ici, je le multiplie par le quotient R qui représente Y bar sur X bar. Donc, je calcule ça Y bar sur X bar. On l'a fait déjà au chapitre 7, je pense 2, quelque chose comme ça. Voilà. Je le multiplie par le 88, le mu X. Eh bien, je trouve ici la moyenne estimée par la méthode du quotient. C'est pour ça qu'on met ici mu pour Q quotient. Mais la question, elle n'est pas sur la moyenne. Il faut faire attention à l'examen. On demande le total. Donc, c'est simple. Je prends 104. Vous savez, la relation entre total et moyenne. Donc, je prends le 190 que j'ai trouvé ici comme moyenne et je multiplie par le grand N pour que je trouve la réponse finale. Mais pourquoi tu n'as pas été plus simplement? Ah, moi, c'est ça que j'avais fait. Dans le fond, j'avais fait 88 000 fois mon R qui était comme 173 sur 80, puis ça m'a donné directement 190 300. Oui, des fois, ça marche pour ce cas-là, mais un peu pour respecter la règle générale, il faut toujours chercher le mu X d'abord, qui représente la moyenne de X. Mais tu ne l'utilises pas dans ton calcul. C'est ça que j'essaie de comprendre parce que pour trouver mon R, je prends mon Y puis mon X, puis ça me donne. J'essaie de comprendre. Parce que le 88, je ne l'ai pas J'avoue que je utilisé. ne comprends pas votre question. OK. Parce que moi, dans le fond, j'ai pris les 88 000 chambres. Puis après ça, j'ai trouvé mon R. Puis c'était comme la moyenne Y sur la moyenne X.
Fait que c'est de là que j'ai fait 173 sur 80. Puis vu que c'était le total, je n'ai pas trouvé la nécessité de comme diviser mon nombre de chambres de 88 000 par mon N, dans le fond. Je l'ai tout de suite laissé comme ça. Parce que là, j'ai vu que vous avez été chercher, vous l'avez divisé par 1000 hôtels pour avoir comme 88. Mais le 88 que vous avez trouvé, vous l'avez juste trouvé pour trouver la moyenne X, parce qu'après ça, vous ne l'avez pas vraiment utilisé. Non, au contraire. En fait, le chapitre 9, il est vraiment centré sur cette histoire de MUX. C'est très important de le trouver parce que tout, ça dépend de lui. Donc, ce 88, il n'est pas vraiment quelque chose qu'on doit ignorer. Donc, comment on trouve ça? C'est une moyenne dans une population. Ça représente le total. Parce que dans la question, on a donné les totaux de X, n'est-ce pas? Les 88 000 chambres. Donc, je prends ce 88 000, je le divise sur le grand N pour que je trouve ce MUX-là. Par la suite, je le multiplie par R. Comme ça, je trouve la moyenne par le quotient. Par la suite, puisque la question elle est sur le total, donc ce que je trouve ici comme moyenne, je le multiplie par le grand N. OK, peut-être on va faire aussi la différence. Ça va vous permettre de voir encore un autre détail. Ah, OK, ça nous ramène vers les automobiles. OK, c'est la question 111. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Estimer la moyenne des ventes par constructeur à l'aide de l'estimateur par la différence. Donc, la phrase ici, elle est très importante. C'est ça ce qui fait la différence entre le chapitre 7 et le chapitre 9. Sachant qu'il y a 2 mois, les ventes totales de tous les constructeurs au pays étaient de 75 millions et que la moyenne des ventes des constructeurs de notre échantillon était de 2 millions. OK. Donc, si je vois ici les formules, estimation par la différence, donc ça me prend le mu-x plus la différence entre les moyennes des deux variables. Donc, les deux variables ici, x et y. Y, c'est les ventes et x, c'est les concessionnaires. Je prends la différence entre y bar et x bar, c'est donné dans l'exercice. Et puis là, j'ai besoin de connaître le mu-x, encore une fois. Donc ici, j'ai pris le 75 qu'ils ont donné ici. Les ventes totales de tout le constructeur européen étaient de 75 millions. Donc, encore une fois, j'ai divisé sur le nombre N, le grand N, pour que je trouve cette moyenne-là. Et par la suite, je la rajoute à la différence des deux variables, la moyenne des deux variables. Vous voyez dans l'exercice, on a ici Y bar de 3,2 et X bar 2. Donc, je fais la différence entre ça, plus le mu X. Ça me donne la moyenne. Et si je ne multiplie pas par le grand N, pourquoi? Il ne demande pas. Exact. On demande juste la moyenne. Estimer la moyenne des ventes. Monsieur, s'il vous plaît, d'où ça sort le 3.2 moins 2? Ça, c'est le Y bar et X bar. Ça sort exactement du tableau des données. Il faut respecter scrupuleusement la formule. Vous vous rappelez quand même Y bar et X bar, c'est quoi? Ouais, c'est les moyens. Exactement. On les cherche ou bien, comment dirais-je, on les calcule. Ici, c'est donné dans le tableau des données. OK. Si je revois la question 112, c'est très important ce qu'ils disent, estimer la moyenne des ventes par constructeur à l'aide de l'estimateur par le quotient, sachant que le nombre total de concessionnaires de tous les constructeurs payés est de 75. Donc, encore une fois, je cherche mon mu X.
Donc ici, je prends 75, je le divise par 30, je trouve ce mu x et je dois le multiplier par le R, le quotient. Parce que c'est ça ce que j'ai comme formule. Donc le 2,5 fois le R 1,6, ça me donne la moyenne par le quotient. Excusez-moi. Oui. Oui, ben, dans le fond, vous allez peut-être plus me comprendre qu'est-ce que je voulais dire tantôt. Ça vient de comme me cliquer en faisant cet exemple-là. Moi, dans le fond, c'est que le mu x, vu que j'ai vu à la fin du problème, que tantôt dans le 94, que c'était marqué total, c'est pour ça que moi, je ne l'avais pas divisé par le grand N. Fait que j'avais laissé comme mu x mon 88 000 que j'avais multiplié. Mais c'est sûr que si j'aurais vu moyenne par, mettons, constructeur ou par ville ou whatever, j'aurais compris que c'était comme pas un total. Fait que là, j'aurais divisé par le 1000 qui était dans l'autre problème, puis là, j'aurais eu mon 88. Mais moi, c'était ça pour ça que je comprends que vous vouliez chercher le mu, mais le mu dans le 94 de 88 n'était pas vraiment important parce qu'on cherchait la totalité, dans le fond. C'est pour ça que moi, c'est là que je ne trouvais pas le lien de trouver le 88, mais je comprends votre principe de dire de trouver à l'unité, dans le fond, là, pour être sûr qu'on ait toutes les données du problème. C'est plus ça dans le sens que... Je vois. Mais quand même, je te conseille mieux de respecter la formule. Tu sais pourquoi? Peut-être ça peut fonctionner pour R parce qu'il y a une multiplication. Par contre, par exemple, ici, si on demande le total par la différence, ça peut que ça ne marche pas. C'est toujours mieux de le diviser par mon grand N, voilà. Puis au pire, à la fin, je leur multiplie par le grand N sur la totalité. Exactement, pour s'assurer de ces bons résultats. Mais pour ce que tu viens de dire, ça marche dans les deux sens. OK, parfait. Pour ce cas-là. Mais attention, faites attention à l'examen. Des fois, on donne le total ici pour le mu x. Des fois, on donne la moyenne directement. Donc, il faut faire attention. C'est-à-dire, ce n'est pas systématiquement le chiffre qu'on donne qu'on doit diviser. Comme ici, dans les trois exemples qu'on a faits, ils ont donné le total. Même pour la question 111, on a donné le total de y. Vous voyez ici, les ventes totales. Donc, attention, si c'est ici le total, on divise sur le grand N pour qu'on tombe sur cette moyenne-là. Par contre, dans d'autres exercices, j'ai vu ça, on donne directement la moyenne. Donc, on ne divise pas. OK, donc sinon pour le livre, il n'y a pas grand-chose aussi. Il y a juste deux exercices. D'ailleurs, j'ai fait juste un. Le deuxième, il est exactement de la même façon, sauf qu'il y a beaucoup de calculs. Parce que dans les questions qu'on a faites ici, on a juste calculé le paramètre. On n'a pas parlé des écarts-types. On voit que les écarts-types, là, ils ressemblent un petit peu au même écart-type du quotient. C'est ceux-là que je disais la semaine passée que je ne voulais pas rentrer à la main les trucs à calculatrice. Il faut vraiment prendre les totaux qui sont déjà indiqués. Parce que sinon, ça n'arrive pas. C'est ça. OK. Pour le 9.1, nous avons 2350 abonnés. Ça, c'est notre grand N. On dépensait la somme de $60 en moyenne. Par exemple, ici, on donne une moyenne. Vous voyez, la somme de $60 en moyenne le mois dernier. Vous voulez estimer les recettes totales T pour le mois qui vient de s'écouler à partir d'un échantillon de taille N, petit n, 20, pour chaque abonné de l'échantillon. Vous prenez note de X, les dépenses du mois dernier, et Y, les dépenses pour ce mois-ci. Remarque au chapitre 9, il y a toujours affaire à deux variables. OK, donc ici, on donne l'échantillon composé de X et Y. Puis encore, on a des données. La somme des X, l'écart type corrigé de X, la somme des Y, l'écart type corrigé de Y, et enfin la covariance entre X et Y.
OK, première question. Estimer T par la méthode de la moyenne Y bar et déterminer un intervalle de confiance à 95%. Donc, ça, ce n'est pas nouveau pour vous, c'est le chapitre 7, n'est-ce pas? La méthode de la moyenne, ça veut dire Y bar. Ça veut dire, c'est exactement le chapitre 6, pardon. Ça veut dire ça et ça. Enfin, 6, 7. Donc, ici, on utilise la formule simple, mais avant ça, j'ai besoin de connaître, parce que rappelez-vous l'intervalle de confiance. Ça me prend le paramètre moins 2 fois son écart type. Le paramètre plus 2 fois son écart type. Enfin, quand je dis paramètre, à maths 2080, il faut faire attention. Le paramètre, pour eux, c'est la chose qu'on doit estimer. Quand je dis moi paramètre, c'est faux. En réalité, je parle de l'estimateur. Le paramètre, c'est mu, et l'estimateur ici, c'est Y bar. OK, comment on trouve une moyenne? Chapitre 1, ça me prend la somme des Y qu'ils ont donné sur le comment dirais-je, le nombre d'échantillons. Comme José a dit, donc, ça sera un peu perte de temps de rentrer tous les données. Donc, mieux qu'on utilise les sous-formules, les totaux. OK. Bien sûr, pour l'échantillon, on ne divise pas par le grand N, mais on divise par le petit n, n'est-ce pas? OK. Maintenant, je connais le Y bar. Je calcule son écart type. La question, elle est sur le total. Donc, je calcule ici l'écart type, S, etc. Tout ça, c'est donné dans l'exercice. Ce que je trouve ici, je le multiplie par le grand N. Je multiplie aussi le total par le grand N. Pardon, la moyenne Y bar par le grand N. Et je fais 139 000 moins 2 fois ceci. Voilà, je l'écris ici. Et puis 139 000 plus 2 fois par ici. Ça me donne l'intervalle de confiance du total. Ça, c'est le chapitre 7. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps ici. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est là. La question B. Estimer le total par l'estimateur par la différence et déterminer l'intervalle de confiance à 95%. Donc, pratiquement, c'est la même question que A. Sauf qu'au lieu qu'on va l'estimer le total d'une façon normale, on va l'estimer par les méthodes du chapitre 9. Ça va être par la différence. OK, donc ici, première chose, par différence, je vais commencer avec ça. Le 60 ici, ça représente la moyenne. Ils ont dépensé la somme 60 en moyenne le mois dernier. OK, ils n'ont pas précisé c'est quoi comme 60. Mais bon. Par la suite, on voit que X représente les dépenses du mois dernier. Et Y, les dépenses pour ce mois-ci. OK. Donc, mu X ici, c'est 60. C'était question par la différence. OK. Et puis, je rajoute la différence entre les deux moyennes. C'est ce que je fais ici. 60 plus ça. Donc, ça me donne ce mu D pour dire moyenne par différence. Regardez ce que j'écris ici, le mu X égale 60, toujours une donnée dans l'exercice ou à trouver. Sinon, on ne peut pas bouger. OK, puisqu'on demande le total, donc ce que je trouve comme moyenne, je multiplie par le grand N. Parfait. Ça, c'est pour le paramètre. Maintenant, pour les écarts types. Estimation par la différence. Donc, voilà la formule. Il ne faut pas la mélanger avec le quotient. Ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. OK, donc ça fait intervenir les écarts types corrigés au carré, moins 2 fois la covariance divisée par n. OK, donc c'est ça ce qu'on fait ici. Les écarts types avec au carré, c'est-à-dire c'est des variances, moins 2 covariance corrigée, divisé par 20 comme échantillon. Je peux mettre la racine sur tout la proportion ou bien la subdiviser comme je l'ai fait ici et c'est correct. Ça me ramène l'écart type de la moyenne par la différence. Voilà, c'est ce que j'écris ici. Par la suite, dernière étape pour trouver l'intervalle de confiance. Donc, je prends le total, moins 2 fois écart type, le total plus 2 fois écart type. Est-ce que j'ai un commentaire?
Pour moi, ça va. Très bien. Maintenant, même question, mais il demande le total par le quotient. Donc, première chose à faire, je calcule ce quotient-là, le rapport entre les deux moyennes. Pour ceux qui ont oublié le quotient, c'est quoi? Donc, c'est y par sur x bar. Ce que je trouve comme quotient, je le multiplie par le mu x, voilà. Donc, c'est ça, le 60, c'est le mu x, la moyenne qui est dépensée dans la population, fois le R. Voilà, ça me ramène la moyenne par le quotient. Puisque la question elle est sur le total, donc ce que je trouve comme moyenne, je multiplie par le grand N. Ça me donne le total par le quotient. Voilà. Maintenant, il me reste de calculer l'écart-type de ce total-là. Donc, encore une fois, je passe par la moyenne. Donc, ça me fait appel à cette longue formule, celle-ci. Non, ça, c'est pour le quotient. Donc, celle-ci, voilà. Ça se ressemble à l'autre qui est par différence, sauf qu'on a le R qui rentre en jeu ici. Donc, on remplace tout ça. Voilà, dans toute cette formule-là, pour que je trouve l'écart-type de la moyenne par le quotient. Je multiplie ça par le grand N pour que je tombe sur celui du total. Et je fais la différence et je rajoute ça comme on le fait avec tous les intervalles de confiance. C'est simple, mais il y a beaucoup de calculs à faire. Donc voilà pour le chapitre 9, je n'ai pas autre chose à dire. Si vous êtes d'accord, on peut passer tout de suite au chapitre 10. J'ai hâte de commencer ça et de me débarrasser du chapitre 9. Je vous comprends, le 10, c'est quelque chose, mais juste pour être sûr que dans un examen, je sois vraiment à l'aise de comme, différencier les deux du chapitre 6. Moi, dans le fond, j'avais vu que le chapitre 9, peux-tu me dire ça, qu'aussitôt que j'ai deux variables, x et y, ça va être ces deux estimateurs-là que je risque plus d'utiliser versus ceux du chapitre 6 et 7? Et ce n'est pas suffisant parce que tu te rappelles que le R par exemple, ce quotient-là, le chapitre 7, il fait intervenir deux variables. Même avec la proportion aussi. Quand on parle du proportion d'une deuxième variable, ça fait intervenir le R. Ce qui distingue vraiment le chapitre des autres, c'est cette phrase-là. Exactement. Estimation par le quotient et moyenne par le quotient et par la différence surtout. Ça, la différence, tu le trouveras nulle part que dans le chapitre 9. Dans la majorité des problèmes, que ce soit à l'examen, si on est pour aller dans ces estimateurs-là, ça va toujours être estimation par la différence, estimation par le quotient. Parce que dans le chapitre 7, on a vu un petit peu que c'était pas obligé que ce soit marqué estimation pour que ce soit vraiment une moyenne ou que ce soit vraiment une proportion ou un quotient. Pour te rassurer, c'est exactement ça. Parfait. Généralement, par la différence, ça ne pose pas de problème parce que c'est très distinctif. Par contre, des fois, les étudiants ici ils mélangent le quotient avec le quotient R. Par exemple, la question elle est d'une estimation d'une moyenne par le quotient au total par le quotient. Ça devrait être comme ça. Il se mélange avec ça. Il va calculer le quotient. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Dans le fond, on oublie de mettre le mu. Exact. Exactement ça. Parfait. Merci beaucoup. C'est bon pour les autres? Bon pour moi. Parfait. Donc, on ferme ça. Je vous le envoie tantôt. Mais il n'est pas très utile. OK. Chapitre 10. On va aller vers le manuel gris parce que c'est mieux adapté. Même pour vous à la maison, vous pouvez le faire facilement. C'est-à-dire, je vais commencer avec les exercices du manuel gris. Si on aura du temps, on revient vers celui du cours.
Mais sinon, vous pouvez le faire facilement à la maison. La bonne nouvelle, c'est que le chapitre 10, pour moi, c'est le chapitre le plus facile du maths 80. Je ne sais pas pour vous. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a des questions théoriques à la fin. On va les faire certainement, mais je ne sais pas si vous avez parlé de ça dans le cours. Oui, il me semble que oui. Ah, très bien, ça me rassure. On en avait fait quelques-unes avec le prof en capsule. Ah, mais pas toutes. Non, peut-être les 5 dernières qu'on avait faites, je crois. Ah, ok, parfait. Très bien. Donc, lui, dans le livre rouge, il appelle ça autre mode d'échantillonnage. Donc, lui, il aille vraiment dans les détails, c'est-à-dire il traite tous les autres modes d'échantillonnage. Jusqu'à présent, du chapitre 6 au chapitre 9, même 8, ça c'est un peu le cours, vous comprenez ce qu'on est en train de faire. C'est que ce qu'on a pris comme méthode dans la première partie, on est en train de l'appliquer, ce qu'on appelle un échantillonnage. Toujours on tire un échantillon dans une population qu'on veut estimer certains paramètres dans cette population-là. Jusqu'à présent, tout le calcul qu'on faisait, c'était dans le cadre d'un échantillon simple. C'est-à-dire, on prend juste un échantillon sans aucun détail, aléatoirement, si je peux me permettre de dire ça. Maintenant, on va se questionner sur les méthodes d'échantillonnage, parce que des fois, c'est pas évident comment dirais-je, de prendre un échantillon simple. Il y a autre méthode, on va voir la méthode d'échantillon par strate, c'est ça ce qu'on va travailler beaucoup plus, c'est-à-dire tous les calculs, tous les exercices qui sont ici sont par rapport au strate, c'est ce qu'on appelle échantillon stratifié. Par contre, pour les autres méthodes, vous n'allez pas les voir, c'est-à-dire vous n'allez pas faire de calcul, ça va être peut-être, probablement à l'examen des questions théoriques. Il reste notamment la méthode par grappe et, comment on appelle ça, l'échantillon. On va parler de ça, de les autres Systématique. méthodes. Systématique, voilà ce que je Mais cherchais. j'ai une question, Mohamed. Dans l'examen, ça veut dire qu'il faudrait s'attendre à avoir un premier échantillon à faire puis qu'on le combine avec les problèmes du chapitre 6, 7 et 8, 9, genre. Je ne sais pas si j'ai compris la question. Ils vont nous demander de trouver un échantillon, puis après ça, d'utiliser l'échantillon dans un... Ah non, ça n'a pas rapport. Excuse-moi, ça n'a pas rapport. C'est ça, exactement. Ce qu'on a fait, chapitre 6, 7, etc., c'était un échantillon simple et ça restera toujours un échantillon simple. Chapitre 10, c'est spécifique. Ça va être juste les strates pour le calcul. Et par la suite, on va clôturer le chapitre 10 et on revient vers l'échantillon simple. Ça répond à la question? Oui. Voilà, donc je disais, il y avait l'aléatoire simple, ça c'est le chapitre 6, etc. Le stratifié qu'on va faire aujourd'hui, les grappes et le systématique. Voilà. OK, donc là, ce qu'on va faire comme calcul, ça concerne les strates. C'est quoi les strates? D'ailleurs, pourquoi je ne fais pas un échantillon simple et je fais les strates? Parce que des fois, la population, elle est composée de sous-populations. C'est ce qu'on appelle les strates. C'est-à-dire, dans chacun de la population, il y a des subdivisions. Ça ressemble au domaine. Et puis, dans chaque sous-population, je dois tirer mon échantillon. C'est-à-dire, je dois respecter ces subdivisions-là. Je ne peux pas tirer un échantillon comme ça aléatoirement. Et c'est ça ce qui me ramène vers cette histoire de strates. Et on va voir que le calcul ici, ça va être différent. C'est ce qu'on va faire dans les questions 136 jusqu'à 139. OK. Nous avons une boutique de thé qui possède 3 succursales situées à Montréal, Laval et Longueuil. On veut estimer le total des ventes, soit la somme de toutes les factures, durant le mois de mai 2014 par un échantillon stratifié, selon les 3 succursales. On prélève un échantillon de factures dans chacune des succursales et voici les résultats. OK, donc ces 3 succursales, ces subdivisions-là, on les appelle des strates. Donc on a Montréal, Laval et Longueuil. Qu'est-ce qu'on a comme information? Nombre de factures en mai 2014. Donc, à Montréal, il y a 2000, à Laval, 1200 et à Longueuil, 800. Pour un grand total de 4000. Je vais revenir après, c'est quoi, comment on va, comment dirais-je, symboliser ces chiffres-là.
Par la suite, dans chacune des strates, on va tirer un échantillon. À Montréal, on va tirer un nombre de factures de 200. À Laval, on va tirer 120. Et à Longueuil, on va tirer 80. Pour un total, petit n, 400. Par la suite, on a les moyennes dans chaque échantillon, 20, 30, 40. Les écarts types corrigés dans chaque échantillon, 2, 3, 4. Généralement, c'est les données qu'on trouve dans un exercice typique. Ici, il rajoute un autre détail. C'est spécifiquement à cet exercice-là, mais ce n'est pas obligatoire. C'est les écarts types corrigés du mois passé. Aujourd'hui, on est à mai 2014 et ici, il rajoute mai 2013. OK, qu'est-ce qu'il nous demande à la question 136? Estimer le total des ventes de la boutique de thé au cours du mois de mai 2014. Si on parle de total, donc on parle forcément de moyenne. Le chapitre, il est vraiment bâti pas sur le total, mais sur la moyenne, comme au chapitre 9. C'est-à-dire, les formules qu'on a ici, ça concerne la moyenne. Donc, c'est simple. Je calcule la moyenne et je la multiplie par le grand N. Toujours, toujours. OK. On va voir que les calculs sont un peu simples, mais c'est très technique. Il faut savoir où vous êtes, sinon vous risquez de vous perdre. Il faut respecter 3 étapes, notamment pour calculer la moyenne stratifiée. La première étape, c'est de calculer les W. Je ne sais pas comment on appelle ça. Des fois, on les appelle strat. Moi, je les appelle les W pour simplifier les choses. Pourquoi on calcule ces W? Parce qu'on va voir que ça va rentrer dans le calcul. OK. Comment on les calcule? Ici, j'ai sauté une étape. Normalement, je dois définir c'est quoi grand N1, N2, N3. Pas le N1, le grand N. On a le grand N, celui de la population, qui est de 4000. Ce grand N, il est subdivisé en 3 succursales. Montréal, Laval et Longueuil. Le nombre de populations ou de personnes, si vous voulez, ou d'unités dans la première succursale, ça représente le grand N1. Ici, c'est 2000. Le grand N2, c'est 1200. Et le grand N3, c'est 800. À partir de ces grands N-là, je peux calculer ces W-là. Donc, je prends le premier grand N1 et je le divise sur le grand N. Pour le W2, je prends le grand N2 et je le divise sur N. Et je prends encore le grand N3 et je le divise sur N. Ça me permet de faire une sorte de pourcentage, des pondérations, si vous voulez. C'est-à-dire chaque succursale, combien elle pèse par rapport à toute la population. Et c'est exactement ça, la définition d'une strate. Donc voilà, c'est bon par rapport à ça? Ça, c'est la première étape. OK, vous êtes en train de me suivre? Oui. La deuxième étape, c'est les moyennes échantillonnales. Ici, c'est donné. Des fois, si ce n'est pas donné, on doit les chercher. Donc, c'est 20, 30, 40. C'est chaque moyenne qu'on a dans la population. Donc, ça, rien à dire sur ça. Je voulais juste revenir en arrière. Donc, ici, généralement, on calcule les W avec les grands N qu'on a ici. Remarquez que je ne fais pas intervenir les petits N. Dans les formules, d'ailleurs, on ne donne pas la formule de W. Je ne sais pas s'il y a d'autres feuilles de formules où on donne ça. OK. La troisième étape, c'est le calcul de la moyenne stratifiée. Je reviens après pour la formule. Donc, ce que je trouve ici comme W, je le multiplie par chacune des moyennes dans son échantillon. Par exemple, ici, 0,5 fois 20, 0,3 fois 30, 0,2 fois 40. Et je rajoute tout ça, c'est-à-dire je fais la somme. Et c'est exactement ce que je fais ici. C'est une sorte de moyenne pondérée par strate. Si on jette un coup d'œil sur la formule, c'est ça. C'est la somme des WH, YH. H varie de 1 jusqu'à la L. L, c'est le nombre de strates.
Ceux qui ne sont pas à l'aise avec le signe de la somme, c'est tout simplement ce qu'on a écrit ici. Ça veut dire 0,5 comme premier W fois la moyenne du premier échantillon, plus 0,3 fois le deuxième échantillon, pardon, la moyenne du deuxième échantillon, plus 0,2 fois 40. 40, c'est la moyenne du troisième échantillon. Donc, si je fais la somme de tout ça, je trouve cette moyenne stratifiée. Puisque la question elle est sur le total, donc le 27 que je trouve ici, je le multiplie par le grand N. Et c'est comme ça que je réponds à la question. Des questions? Moi, je n'ai pas de questions. Donc, ça va, là. C'est quand que, tu sais, il faut qu'on fasse selon l'allocation proportionnelle Absolument. puis optimale. Là, des fois, là, les étapes, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup pour revenir à ça. Fait que c'est plus, si je vais voir comment vous allez faire, si vous avez comme des trucs, pas comme vous dites, on se perd dans tout ça. Là. Ouais, je pense que j'ai des méthodes plus simples, mais bon, on va voir ça. Parfait. Effectivement, l'allocation proportionnelle et optimale, c'est ça ce qui est un peu de... Il y a beaucoup de calculs à faire. Mais avant ça, il y a un autre calcul, c'est l'écart type. Ce qu'on vient de faire ici, c'était le calcul du paramètre lui-même. C'est un peu simple à le faire. Par contre, quand on va calculer l'écart type, là, il y a quand même des étapes à respecter. Et c'est ce qu'on nous demande dans la question 137, la question suivante. Estimer l'écart type de l'estimateur du total des ventes de la boutique de thé au cours du mois de mai 2014. Donc, encore une fois, je calcule l'écart type de la moyenne stratifiée et je le multiplie par le grand N. OK. Donc, ici, on doit respecter notamment deux étapes. C'est quoi ces deux étapes-là? C'est que la première étape, elle nous demande de travailler ce qu'on va appeler les variances échantillonnales. C'est cet écart type-là au carré, ou une variance plutôt. Donc, on commence avec une première étape de calculer ça, c'est-à-dire l'écart type de la moyenne dans chacune du strat. Par la suite, on fait une sorte de pondération avec les W. Peut-être c'est très théorique, mais ici, en faisant le calcul, ça va peut-être vous permettre de voir. Donc, si je parle de la variance du premier échantillon, la variance du deuxième échantillon et la variance du troisième échantillon. Les formules ressemblent un petit peu au chapitre 6. Donc, on a ici, ça c'est l'écart type dans chacune des échantillons, avec le N, la taille de l'échantillon dans chaque strate. Le N, c'est la population dans chaque des strates, ce n'est pas le grand N. Et ça, c'est l'échantillon. Donc, c'est 1 moins FH, si vous voulez, SH sur NH. Le H, ça veut dire c'est l'indice de la strate, c'est-à-dire je suis dans le 1, le 2, le 3, le 4, etc. Ben, c'est exactement ce qu'on fait ici. Donc, si on prend la première variance échantillonnale, ben, j'ai le 1 moins 200. 200, on le voit ici dans le tableau, c'est le petit N1. Je dois le diviser par 2000. Donc, 1 moins 200 sur 2000. Donc, ça, c'est petit N1 et ça, c'est le grand N1. D'accord? Le 2, ça, c'est l'écart type corrigé. Divisé par 200, encore une fois, c'est le petit N1. C'est ça. Okay? Ça me permet de trouver la première variance échantillonnale. Je ferai la même chose pour la deuxième variance échantillonnale. Donc, 1 moins 120, ça, c'est le N2. Grand N2, voilà, le 1200.
Ça, c'est le grand 1, 2, voilà. 3, ça, c'est l'écart type dans l'échantillon. Le 3, on voit dans l'aval. Et puis ici, 120, encore une fois, c'est le petit 1, 2. Voilà. Ça me permet de trouver la variance échantillonnale. Le carré, pourquoi on met le carré ici? Je pense parce qu'il y a voilà, dans la formule. Ça me prend une variance. OK, la même chose ici. On prend le 1 moins 80. 80, c'est le petit n, 3. Sur le grand n, 3, 800, multiplié par l'écart type corrigé de Longueuil au carré, c'est-à-dire la variance, divisé par le petit, non, ici par le grand N3. Voilà, OK. Donc, une fois que j'ai trouvé ces variances échantillonnales, la deuxième étape, l'étape finale, c'est de calculer l'écart type de la moyenne stratifiée. Remarque ici, ça prend le W carré que j'ai calculé ici, c'est-à-dire 0,5 au carré, multiplié par cette variance que j'ai trouvée. Les étudiants me disent, pourquoi tu ne mets pas de carré ici? Parce que le carré ici, il est déjà inclus. On prend directement la valeur finale. Ce carré-là, ne pas pour dire un carré, mais juste pour dire que c'est une variance. Donc le 0,018, on le prend finalement tel qu'on a trouvé. Il n'y a pas de carré. Le carré qui est ici, il est juste inclus là pour dire que c'est une variance. Donc 0,018, c'est bon. Plus 0,3 au carré fois la deuxième variance échantillonnale, plus le 0,2 au carré fois ce 0,18. Ce que je trouve ici, je fais la somme sous la racine carrée pour que je trouve finalement cet écart type stratifié, c'est-à-dire l'écart type de la moyenne stratifiée. Puisque la question elle concerne le total, donc je le multiplie par le grand N. Des questions? Sous la racine, toi, tu suggères de tout faire dans les parenthèses dans la racine ou de le calculer puis ensuite de ça faire la racine? Si tu utilises les parenthèses comme ça, par exemple, j'arrive, c'est un PDF. Mais Si tu je utilises les comprends que tu mets ta parenthèses, racine, ta parenthèse au début puis à la fin, il n'y aura pas de problème, là. voilà, exactement. OK, merci. OK. Si vous n'avez pas de questions, on va passer pour l'histoire de l'allocation proportionnelle et l'allocation optimale. OK, la question 138. Déterminer le nombre de factures à prélever dans la succursale de Longueuil en mai 2014 selon l'allocation proportionnelle d'un échantillon de taille 400. C'est quoi cette histoire d'allocation proportionnelle ou optimale? C'est qu'ici, le statisticien, il a l'échantillon initial, c'est-à-dire l'échantillon global. Comme ici, c'est le 400. Il veut voir ce 400, comment il va les répartir sur chacune des succursales, c'est-à-dire combien il va prélever comme échantillon dans chaque strate. C'est pour ça qu'on appelle ça une allocation. Donc, dans ces questions-là, on donne toujours le nombre d'échantillons qu'on doit répartir. Ici, ils ont donné un 400. Parce que prévoit l'allocation proportionnelle,
la plus simple, c'est qu'elle vous dit que le N que vous cherchez, elle est proportionnelle par rapport au W. C'est-à-dire, théoriquement, peut-être c'est pas très clair, mais en pratique, en faisant le calcul, c'est très simple. C'est que je prends chacun des W que j'ai calculé ici et je le multiplie par l'échantillon initial qu'ils ont donné. C'est-à-dire, je prends ce 400-là et je le multiplie par 0,5. Ça me donne le nombre d'échantillons à prélever à Montréal. Je prends le 400, je le multiplie par 0,3. Ça me donne l'échantillon ou l'allocation à prélever à Laval. La question, elle est liée à Longueuil, donc je prends 400 et je le multiplie par 0,2. Et on va trouver un 80, et c'est ça ce qu'on cherche comme information. Donc ce 400-là, je le multiplie au fur et à mesure dans les W. Des questions? OK, on va poursuivre maintenant pour l'allocation optimale. Et il y a différentes façons de faire le calcul avec ça. Je pense qu'il y en a 2 au moins ou 3. Moi, je vais vous montrer la mienne qui est la plus simple. La question 139. Déterminer le nombre de factures à prélever dans la succursale de Longueuil selon l'allocation optimale d'un échantillon de taille 400. Note, utiliser l'écart type corrigé de toutes les factures de mai 2013 pour estimer celui de mai 2014. Donc, on est en train de nous dire d'ignorer 2014 et d'utiliser 2013. OK, donc on va utiliser quand même la formule dans la feuille. Celle-ci. Qu'est-ce qu'il nous dit? NH, SH, la somme des NISI multipliée par N. OK, peut-être c'est un peu des hiéroglyphes ici. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est plus simple par rapport à ce qui est écrit. Donc, nous, ce qu'on va faire, le premier pivot ou le point de départ, c'est les écarts types. Ici, on va utiliser les écarts types de 2013, tels que demande la consigne dans la question. Donc, combien j'ai des écarts types de 2013? J'ai 3, 3, 8, n'est-ce pas? En bas du tableau. Oui, mais il y avait une deuxième formule qui nous donnait dans le cours qui n'est pas sa feuille aussi, hein? Je pense celle du livre rouge, oui. D'accord. Donc ici, on va prendre ces 3, 3, 8 et je vais les multiplier chacune d'écart type de sa strate dans le grand 1, 1 ou le 1, 2 ou le 1, 3. C'est ce que je fais ici. Donc, on a les 2000, 1200 et 800. Donc, je prends 2000, je le multiplie par l'écart type. Le 1200, je le multiplie par l'écart type dans l'échantillon. Et 800 dans l'écart type de l'échantillon. Ici, on a utilisé exceptionnellement ceux de 2013. Parfait. Maintenant, ce que je trouve comme valeur, je vais les prendre et je vais faire la sommation. Je vais faire la somme de tout ça. Je vais trouver 16 000. Très bien. Maintenant, 50% du travail a été fait parce que je vais utiliser ces deux valeurs-là. Comment dirais-je? Ces deux calculs-là pour faire le calcul. Donc, je reviens ici pour l'échantillon qu'ils ont donné, le 400. Regardez ce que je vais faire. Chacun de ces échantillons-là, ici, on cherche surtout pour le 1,3, mais on va les faire pour tout le monde. Donc, le 1,1, l'échantillon à prélever selon l'allocation optimale dans le la première strate à Montréal. Je prends ce 400-là et je le multiplie par une certaine proportion, pour une certaine, comment dirais-je, allocation. C'est-à-dire, je prends le 6000 qui correspond à la première strate et je le divise par 16 000. Et c'est ça ce qu'on écrit ici.
Donc, 6 000 sur 16 000 et je le multiplie par 400. Ça me permet de trouver le premier échantillon à prélever selon la méthode optimale, selon l'allocation optimale. Même chose pour la balle. Donc, je prends ce 3600 et je le divise par 16 000. Je le multiplie par 400 qui est donné dans l'exercice, l'échantillon initial à répartir. Je trouve 90. Et enfin, pour Longueuil, c'est ce qu'on demande dans la question. Ben, je vais prendre 6400. Je le divise sur 16 000, la somme de tout ça. Et je multiplie par 400 pour que je trouve 160. C'est la méthode que je propose et c'est celle finalement qui existe dans les formules. Je sais qu'il y a une autre, mais je ne l'ai jamais comprise, comment ils le font. En fait, c'est celle du livre rouge, je pense. En fait, ce qu'il nous avait donné, c'était W WH fois SH sur WISI, sommation. OK. Lui, Alain, il avait l'air à dire que c'était plus simple, là, de celle-là, mais ils se ressemblent en bout de ligne. Ouais, je pense qu'il y en a d'autres façons à faire, mais bon. Je pense, mais celle-ci, quand même, elle est compréhensible, n'est-ce pas? Oui. OK. Ah, c'est tout ce qui existe dans le chapitre. On va faire aussi d'autres questions avant de passer pour ce dites des questions théoriques. Peut-être vous, à la maison, vous pouvez faire la question 140 à 143. Nous, on va faire les 146 à 149. Est-ce que tu vas nous donner des petits trucs pour comparer les stratifiés et les grappes égales? Parce qu'il disait que c'était une sorte de grappe égale. C'était comme un peu stratifié. Mais je pense qu'il y a quelque chose. Ouais. Attention, chapitre 10, qu'on fait comme calcul, la technique, c'est surtout pour les strates. Ce que vous aurez comme question pour les grappes, c'est théorique. C'est-à-dire, je te donne une situation, tu vas me dire, est-ce que c'est une grappe ou OK, est-ce que vraiment comme dans le manuel. Là. Exactement. Ce qu'on a ici comme calcul, ça concerne que les strates. OK. Merci. OK. Donc, je vais aller à la 146. On veut estimer l'âge moyen des 1500 étudiants répartis dans les différents groupes du cours Maths 2080 à l'aide d'un échantillon stratifié. On divise la population des étudiants en deux strates, cours de jour et cours de soir. Donc, c'est ça mes strates. On prélève un échantillon stratifié d'une taille de 10 étudiants, répartis également dans les deux strates. Et on note leur âge. Voici les données. Donc, jour-soir, nombre d'étudiants 1200, 300. Donc, ça, c'est le grand 1-1. Grand 1-2, c'est 300. Observation dans l'échantillon, 20, 22, 24, 26, 28, etc. Ma question pour vous, c'est quoi petit 1-1 et c'est quoi petit 1-2? C'est-à-dire la taille du premier échantillon et la taille du deuxième échantillon. 1200 puis 300. Ça, c'est les grands 1-1 et le grand 1-2. C'est-à-dire le nombre de populations. 5. Oui, c'est 5-5. C'est petit 1-1, 5 et petit 1-2, 5. Parce qu'ici, on a donné tout l'échantillon. On n'a pas donné le chiffre. OK. Question 146. Estimez l'âge moyen des 1500 étudiants à l'aide de l'échantillon stratifié. Donc ici, on va chercher le Y bar ST, c'est-à-dire la moyenne stratifiée. Première chose, je commence avec les W. Donc, je prends ici 1200 sur 1500. Vous voyez le 1500, d'où ça vient? Le grand N. Exactement. Et c'est comme ici, ils l'ont donné au début, 1500. S'ils ne l'ont pas donné, c'est systématiquement le total de tous les strates, c'est-à-dire 1200 plus 300. Donc, ça me permet de voir ici un 80%.
Pour le W2, donc je prends 300 sur 1500. Et ça me fait un 20%. J'ai oublié de vous le dire, toujours la somme des W est égale à 1. C'est comme les probabilités. Ici, on n'a pas donné les Y, c'est-à-dire qu'on appelle ça la moyenne dans chaque échantillon, bien la moyenne échantillonnale. Ben, je pense que vous le devinez, on doit la chercher avec une calculatrice ou bien avec un calcul direct, c'est-à-dire je fais 20 plus 22 plus 24 plus 26 plus 28 divisé par 5. Donc, ici, on a Y bar 1 et Y bar 2. J'ouvre la parenthèse. À l'examen, on peut donner une série comme ça. On peut soit donner les moyennes, comme dans l'exercice qu'on a fait. On peut les chercher comme ici, ou bien on peut vous donner aussi, comment on appelle ça, une distribution. C'est-à-dire, je vais donner 20 avec un effectif de 3, 22 avec un effectif de 5, etc. Rien ne change, on fait le calcul avec une calculatrice, STO, etc. OK, donc ça, on peut trouver les moyennes dans chacun des échantillons. Voilà, Y bar et Y bar 2. La dernière étape, donc je multiplie ce 0,8 par 24 et 0,2, 28 en prenant la somme de tout ça. C'est ce que j'écris ici. D'accord? On demande dans la question suivante, estimer l'écart type de l'estimateur de l'âge moyen des 1500 étudiants, c'est-à-dire chercher l'écart type de la moyenne stratifiée. Donc, si on revient vers les feuilles de formule, on commence, quand on nous demande cet écart type-là, on commence toujours avec les variances échantillonnales. Je prends le 1, moins, etc. Donc, ça me prend le 1 moins 5, la taille du premier échantillon, ici aussi la taille du deuxième échantillon, divisé par 1200, le grand 1,1. Donc, ça me permet de trouver la première variance et la deuxième variance. Par la suite, ce que je trouve ici, donc ça, je dois le multiplier par le premier W au carré. C'est ce que j'ai ici. Regardez, attention, j'attire encore une fois votre attention, il n'y a pas de carré ici, parce qu'il est déjà inclus. Le seul ou la seule chose qui va prendre le carré, c'est le W, conformément à la formule. Ici, pardon. Ce carré qu'on voit ici, ça reflète la variance et pas le carré mathématique. Et voilà. Pas de questions? OK. La question 148. L'échantillon de taille 10 est un échantillon préliminaire destiné à préparer un nouvel échantillonnage stratifié, plus important, de taille 60. Déterminer le nombre d'étudiants des cours du soir à prélever selon l'allocation proportionnelle d'un échantillon de taille 60. Ben ici, il demande l'allocation proportionnelle pour un 60. Donc, je prends le 60, je multiplie par W1
Et je prends le 60, je multiplie par W2. Et c'est exactement ça ce qu'on cherche pour le cours de soir. Voilà. Donc 0,8, c'est le premier W. Vous vous rappelez comment on l'a trouvé ici. On le multiplie par 60, donc on trouve ici un 48. Et pour le 0,2 fois 60, on va trouver 12. Et c'est ça ce qu'on demande comme bonne réponse. C'est correct jusqu'ici? Moi, ça va. Très bien. La dernière question, vous pouvez le deviner, elle est sur l'allocation optimale. Donc, c'est le 60, encore une fois, on veut le répartir d'une façon, comment dirais-je, optimale. Donc, ici, la première chose, j'aurai besoin des deux écart-types. Donc, l'écart-type du premier groupe et l'écart-type du deuxième groupe. Là, je n'ai pas le choix, j'utilise la calculatrice pour être plus rapide. Ce que je trouve comme des écart-types, je les multiplie par les NI, les grands NI, c'est-à-dire 1200 et 300. Donc, c'est ça, 1200 et 300. Donc, ça, je multiplie par les écart-types. Je ne sais pas pourquoi j'ai sauté l'étape de dire ça, c'était important à le souligner, mais bon. Ah, parce que je l'ai fait ici, voilà. D'accord, donc c'est ici que j'ai calculé les écart-types. Ça, on les trouve avec une calculatrice. Donc, ces deux écart-types, je vais les multiplier par les grands N1 et le N2. Donc, ça, je le mets à part, ces deux valeurs-là. Je fais la somme de tout ça. Et par la suite, je vais travailler avec la somme avec les deux valeurs de pondération. C'est-à-dire, ce que je suis en train de dire, je prends le 3794 pour le premier échantillon, je le divise par le total. Et je le multiplie par 60, d'où se vient ce 60-là. C'est le, comment on l'appelle ici? C'est le N. OK. J'appelle ça le N. C'est-à-dire la taille initiale à répartir. Et ça, on le donne toujours dans l'exercice. On ne peut pas travailler sans cette information. C'est-à-dire la taille initiale à répartir. Voilà, je fais ça pour le premier échantillon. Pour le deuxième échantillon, je prends encore une fois ce N2S2 et je le divise par cette somme-là, encore une fois, et je multiplie tout ça par la taille de l'échantillon à répartir. Ce qui me permet de trouver finalement 40 et 20. Dans la question, on demande surtout pour le 20. Ouais. Remarquez un détail qui vous permet de voir est-ce que vos calculs sont corrects. C'est quand vous faites la somme de 40 avec 20, il faut trouver l'échantillon initial, 60. Même chose pour le proportionnel. Pas de questions? C'est bon, Marie-Hélène, tu m'as posé ton taux sur l'optimale et la proportionnelle. Ça règle un peu le problème? Oui, c'était juste voir vraiment comment que, sans se mêler, mais je vois vraiment, on sort toutes les données, puis après ça, on y va selon ce qui est demandé. C'est vraiment le top, là, que ce que je vois que vous faisiez. Là, vous trouvez tous vos N1S2, N1, N2S2, puis après ça, ben, vous voyez qu'est-ce que le problème demande. C'est vraiment Exactement. OK, c'est Ce parfait. qu'il faut faire. Sinon, ici, vous pouvez utiliser un tableau si ça vous convient. C'est-à-dire, vous faites première ligne, deuxième ligne, et vous faites répartir ça sur chacune des strates. On peut utiliser ici un tableau, ça peut aider pour vous, et c'est correct aussi. Je voudrais souligner un détail ici en revenant vers l'allocation proportionnelle. Il faut que je vous ramène la question de l'examen, peut-être pour la prochaine fois. J'ai vu une question comme ça. J'insiste, le W là, ce W et ces W là, on les calcule avec le grand, voilà. On n'utilise jamais ceux d'échantillon, c'est-à-dire je ne fais pas le petit N1 sur le N et le petit N2 sur le N.
La formule, elle stipule, vous voyez ça dans vos notes de cours, elle stipule qu'on utilise les grands N. En fait, la nouveauté pour nous, c'est ce grand N1 et grand N2, grand N3, etc. Ce que j'appelle le grand NH. C'est-à-dire en faisant le rapport qu'on va trouver les W. Sauf dans le cas de l'allocation proportionnelle. Parce qu'en réalité, j'ai vu une question dans un examen. On n'a pas donné les grands N1, N2, N3, par exemple. On a donné juste le grand N et on a donné les petits N1, N2, N3. Donc, la seule façon de trouver les W, c'était de diviser, de travailler avec les petits N. Ça devrait être correct dans un seul cas. On devrait stipuler qu'il y a une allocation proportionnelle. Parce qu'ici, quand il y a une allocation proportionnelle, le W va être égal au N, comment on appelle ça? Le petit N1 sur N, le petit N2 sur petit N et le petit N3 sur N. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ben, la proportion est égale autant sur le petit n que sur le grand N de la strate. Juste dans le cas proportionnel. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça, ils ont posé une question dans un examen, ils n'ont pas donné les grands N, donc l'étudiant ne peut pas calculer le W d'une façon directe. Mais il précise que l'allocation, elle est proportionnelle. Dans ce cas-là, il peut travailler avec les petits N. C'est juste ça l'astuce. Si je vais me rappeler, je vais vous ramener cette question la prochaine fois. OK, jusqu'ici, c'est tout pour le chapitre 10. Il ne peut pas y avoir une autre question en dehors de ça, c'est-à-dire taille de l'échantillon, moyenne stratifiée, écart type de la moyenne stratifiée et les deux allocations, proportionnelle et optimale. D'ailleurs, tous les exercices que je l'ai laissés, vous pouvez les faire facilement. Parce que c'est toujours la même chose. Si on demande l'intervalle de confiance, ben c'est simple, on calcule la moyenne stratifiée, moins 2 fois son écart type, plus 2 fois son écart type. La même chose pour le total, c'est-à-dire ça moins ceci, ça plus ceci, 2 fois. OK. Jusqu'à là, est-ce que vous avez des questions pour moi? C'est correct. OK. Avant de vous quitter, on va, comment dirais-je, on va voir les questions théoriques. Voilà. Arrêtez ce partage-là. Et on va faire ça d'une façon un peu verbale. OK. Donc, généralement, les méthodes qu'on a, on a l'échantillon aléatoire simple, le stratifié qu'on vient de faire. Les grappes, on a soit des probabilités égales ou des probabilités inégales. Systématiques. J'avoue que les grappes, moi, je ne les maîtrise pas beaucoup. Mais techniquement ou théoriquement, c'est-à-dire vos profs de cours, normalement, ils maîtrisent ça mieux que nous parce que c'est très théorique. C'est quoi la différence finalement entre strates et grappes? Les strates, comme j'ai dit, donc on a une population et la population elle est subdivisée en strates, en sous-populations et je serai amené à tirer un échantillon dans chacune de ces strates-là. Je dis bien dans chacune. Parce que les grappes, ça fait la différence ici. Les grappes, ils ressemblent aux strates, sauf que, donc on a la population et c'est subdivisé déjà. Le problème ici, c'est que je ne sais pas dans chacune des strates que je vais tirer l'échantillon. C'est que dans ce qu'on appelle grappe par rapport à strates, c'est que je vais faire un tirage aléatoirement dans ces grappes-là. Je ne vais pas le faire dans chacune des strates comme je le faisais auparavant. Et c'est ça ce qui fait un petit peu la différence. Vous pouvez ajouter un commentaire? Donc, les grappes, c'est aléatoire. Un tirage aléatoire de grappes. Exactement. Et les strates, sont divisés en strates, puis c'est les échantillons dans chacune qui sont aléatoires. Exactement. C'est qu'on doit respecter chacune des strates. Je dois aller dans la première strate et je tire mon échantillon.
Après, à la suite, je vais aller dans le deuxième strat et je tire mon échantillon et ainsi de suite, jusqu'à que je termine toutes les strates. OK. On va voir quelques cas ici. D'accord. Et il y a le systématique. C'est quoi le systématique? Le systématique, il ressemble à ce qu'on appelle, comment on appelle ça, le chapitre 6? L'aléatoire simple, sauf qu'on doit respecter une certaine distance. Il y a un peu le métrique, on appelle ça un métrique. Il y a une certaine distance à respecter. C'est-à-dire quand je vais tirer les gens ou faire mon tirage, c'est que je respecte un certain intervalle. Par exemple, je fais mon échantillon aléatoire simple dans la première rangée d'une classe, par exemple, ou d'élèves, mais en faisant respecter 10 tables par la suite. C'est-à-dire, je compte jusqu'à 10 et je tire le premier. Par la suite, dans le deuxième rangée, je compte jusqu'à 10 et je tire le deuxième. Je fais un tirage deuxième, etc., etc. Ça me permet de faire un tirage systématique. Le systématique, on peut le voir facilement, il est distinctif. Par contre, si je vous pose la question, comment on fait un tirage aléatoire simple? C'est-à-dire chapitre 6, 7. En fait, c'est dans une population en général. Pas dans des strates, dans une population générale. Exact. Même, j'attire ton attention, le systématique aussi, il est dans... Oui, mais c'est ta générale. période, le systématique, c'est, mettons, on va choisir à chaque 10 participants ou à chaque 5, ou ça va être déjà Exact. prédéfini. Exactement, c'est ça la différence. Voilà. L'aléatoire simple, c'est qu'il n'y a pas un peu de règles. C'est qu'on fait un tirage comme ça aléatoirement dans toute la population. On n'impose rien. C'est pour ça qu'on l'appelle simple. En réalité, juste, j'ouvre la parenthèse, on le fait avec ce qu'on appelle les variables aléatoires. C'est-à-dire, on prend, comment dirais-je, c'est un ordinateur, par exemple, qui génère ces chiffres-là, et on fait ce tirage-là. Mais bon, ça c'est juste pour votre culture générale. OK, si on voit la question 150, l'ensemble des pylônes électriques d'une ligne à haute tension. Donc ça, c'est la population. Comment on va faire un échantillon? En partant d'une extrémité de la ligne, on tire chaque centième pylône. Donc toujours, voilà, je vous pose la question et vous allez me dire c'est quoi. Enfin, on va se débattre. C'est systématique, effectivement. Mais pourquoi, par contre? Je vais répondre moi-même. Parce qu'on va respecter une distance de 100. Voilà, on va aller vers 100, on fait notre tirage. OK. L'ensemble des médecins du Québec. Échantillonnage. On dresse une liste des médecins de chaque spécialité. Puis, dans chaque spécialité, on choisit 100 médecins au hasard. Stratifié. Il n'y a pas de doute. Parce que si les médecins sont subdivisés en spécialités, et dans chacune des spécialités, je vais faire le passage dans toutes les spécialités. Je vais piger les 100 au hasard. Enfin, c'est exactement l'échantillonnage stratifié. OK. Ça, c'est les questions, cette question, elle est difficile. C'est elle qui pose problème. L'ensemble des médecins du Québec. On choisit au hasard 10 sujets dans la liste de tous les médecins. Pour chaque sujet choisi, on inclut dans l'échantillon tous les médecins appartenant à la même spécialité de celui qui a été choisi. Par grappe égale? C'est sûr que c'est des grappes, mais plutôt inégales. Je vais revenir pour la question 152. Je voudrais faire peut-être 153 pour m'aider à vous expliquer. L'ensemble des médecins du Québec.
On tire au hasard 3 spécialités. Et on inclut dans l'échantillon tous les médecins des 3 spécialités. Ça ressemble à des strates. Ça, c'est grappe égale. Exactement. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne va pas s'intéresser à toutes les spécialités qui sont disponibles. On va plutôt faire un tirage dans les graphes. Et c'est ça la différence par rapport aux strates. Ici, on a choisi juste 3 spécialités. On fait un tirage. Peu importe ce qu'on trouve comme spécialité, on va les remplir avec combien? Ils n'ont pas précisé, non. On va les remplir avec un échantillon dans ces 3 spécialités-là. Donc, c'est ça. Vous voyez la différence entre grappes de façon égale et les strates. Moi, je comprends, mais je comprends pas pourquoi c'est égal. Ben, c'est ça la définition de grappe par probabilité égale. C'est qu'on est en train de choisir aléatoirement 3 des spécialités, 3, 4, peu importe le nombre. Et dans chacune des spécialités, on va piger d'une façon égale l'échantillon. Parce qu'ils ont autant de chances d'être choisis selon les grappes. OK. Exactement. Par contre, contrairement à la 152, c'était des grappes d'une façon inégale. Pourquoi? On choisit au hasard 10 sujets dans la liste de tous les médecins. Pour le moment, ça c'est correct. Pour chaque sujet choisi, on inclut dans l'échantillon tous les médecins appartenant à la même spécialité. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui voient la différence entre 152 et 153? Moi, je pense que je la vois. Dans le sens où Je peux t'aider. genre, il peut y avoir des médecins. Dans chacune des grappes, il peut y avoir des médecins il peut y avoir plus de médecins dans certaines spécialités que d'autres, donc c'est inégal. C'est exactement ça, tout à fait. Parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train de donner le poids pour certaines spécialités par rapport à ce que tu as choisi, parce que tu as tiré des sujets. Ces 10 sujets-là, tu as mis le poids sur une certaine spécialité. Parce que par rapport à cette spécialité-là, c'est là que tu vas remplir. Contrairement à l'autre où c'était égal, on tirait aléatoirement des spécialités et peu importe ce qu'on a, par la suite, on fait remplir notre échantillon. Donc, c'est très correct ce que tu viens de dire. Dans le fond, entre les deux, tu piges des unités, c'est inégal. Puis quand tu piges des grappes, comme on parlait des spécialités, c'est égal. Voilà, je ne sais pas si c'est ça. Je te réponds et tu vas me dire est-ce que c'est correct ce que tu viens de dire. On parle ici des grappes, on ne parle pas de strates. On a vu que dans les grappes, il y a soit égal et inégal. Si c'était égal, c'est que j'impose rien, je tire aléatoirement les grappes là. Peu importe ce que je trouve, je vais remplir mes échantillons. Ça, c'est avec probabilité égale. Puis on Par prend contre, parce que c'est ça, Alain parlait de dire que lui, c'est ça, il disait, mettons là, que j'ai 8 grappes, je les mets toutes dans un chapeau, j'en tire 3, puis de les 3 grappes, je prends toutes les unités de la grappe. Fait que ça, il dit ça, c'est égal. Quand c'était inégal, il disait, je tire des unités, puis parmi toutes les unités, quand on regarde l'unité à quelle grappe elle appartient, puis là, on va prendre la grappe de l'unité à laquelle elle appartient. Exactement, c'est exactement ça. Okay. Juste dans l'étape, tu as dit, on tire, comment dirais-je? Pour moi, c'est quand tu veux mettre du poids, quand tu veux, ce que j'appelle moi mettre du poids, quand on veut mettre du poids sur certaines spécialités, par exemple, ou certaines grappes, si tu veux. C'est ça, parce que vu que les spécialités, moi, je voyais ça comme une grappe parce que c'est plusieurs personnes ensemble. C'est pour ça que j'avais mis égal. Puis quand on a dit qu'on tirait les médecins, puis après ça, parmi les médecins, on choisissait dans cette liste-là. Là, un médecin, moi, je le voyais comme une unité. C'est pour ça que je voyais ça inégal. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Par contre, si on respecte toutes les spécialités, et dans chacune des spécialités, on tire un échantillon aléatoire, ça me ramène vers les strates. Je dis bien dans toutes les spécialités. Donc, c'est bon, on a réglé cette histoire de grappe.
Pour moi, c'est bon, là. Et est-ce qu'il y a d'autres oppositions? OK, on va poursuivre. La question 153. Ensemble des médecins du Québec, ça on l'a fait. 154. Voilà. L'ensemble des médecins du Québec, on dresse une liste de tous les médecins, puis on choisit 200 médecins au hasard. Aléatoire simple. Absolument. On n'impose rien, on fait un tirage direct dans la population. On adresse une liste de tous les médecins. C'est l'aléatoire simple, effectivement. La question 155. L'ensemble des maisons du Canada, on tire au hasard 100 maisons dans chacune des 10 provinces. Stratifié. Exactement. Parce qu'on va respecter tous les provinces, 10, plutôt chacune des provinces, et on va tirer dans chacune des provinces un échantillon aléatoire. C'est ça ce qu'il dit, lui, hasard. Donc, effectivement, c'est l'échantillonnage stratifié. OK. La question 156. L'ensemble des maisons du Canada, on tire 5 provinces au hasard, et l'échantillon comprend toutes les maisons des 5 provinces choisies. C'est sûr que c'est une grappe. Par contre, est-ce qu'elle est égale ou inégale? Je dirais plus égal. Moi, je pense la même chose. C'est des probabilités, pardon, des grappes avec des probabilités égales. Parce qu'ici, on tire d'abord 5 provinces. Ça, c'est ce qu'on appelle les données primaires, c'est-à-dire les grappes. Et par la suite, dans chacune des grappes que j'ai tirées, je fais mon échantillonnage. Donc, effectivement, c'est le C ici, grappe avec sélection égale. Le B, les 150 franchisés, pardon, 157, les 150 franchisés d'une chaîne de restauration. L'échantillon de taille 80 est formé en tirant au hasard 30 franchisés dans la région de Montréal et 50 franchisés en région. Stratifié. Grappe. C'est ça, j'hésite entre les deux. Parce qu'on a pris un échantillon de taille 80 au lieu de prendre les 150. Moi, je dirais plutôt que c'est stratifié. Vous savez pourquoi? Mais on n'a pas tiré au hasard. Fait que moi, je dirais stratifié aussi. On n'a pas tiré des grappes au hasard, des provinces au Exactement, c'est hasard. ça. Je suis en train de réfléchir à ça. Ici, il n'y a pas de grappe, il n'y a pas un tirage de grappe, ce que j'appelle moi les données primaires. Il y a par contre le piège dans la question, il y a des strates, mais comment dirais-je, ils ne l'ont pas bien précisé. C'est ça ce qui nous induit en erreur. Donc ici, il y a 2 strates, Montréal et la région. Et dans chacune de ces 2 strates, et c'est ça ce qui est la différence par rapport aux grappes, on a respecté les 2 qui sont disponibles, on a tiré notre échantillon. C'est pour ça que c'est un tirage stratifié. Mais c'est surtout qu'ils prennent aussi tout le total des 80. Oui, Un c'est le bon, c'est total 30. 50 avec 30. 50 avec 30. Oui, c'est un tirage stratifié. OK, la question 158. Ensemble des articles scientifiques publiés dans toutes les éditions d'une revue donnée. On tire au hasard un article dans la liste de tous les articles et on inclut dans l'échantillon tous les articles du premier auteur. On répète les étapes 50 fois. Ouais, ça, c'est bon. C'est typiquement l'énoncé d'une grappe avec sélection inégale.
savez pourquoi? Parce que c'est ça, vous allez faire une sélection sur un certain nombre d'auteurs. C'est ça, on tire au hasard article dans la liste de tous les articles. Non, pas ici. Je devrais chercher ça. Voilà, le premier auteur. Donc, c'est ça, on donne le poids pour le premier article qui a été tiré. Et par la suite, on fait le tirage, comme on appelle ça, aléatoire par rapport à la sélection qu'on a déjà faite. Et on répète ça plusieurs fois. Quand on voit ce genre d'énoncé, c'est toujours presque une grappe d'une sélection inégale. Mais je comprends pas pourquoi c'est inégal. Je vois pas le poids. Parce qu'ici, encore une fois, tu as tiré d'abord un article. Tu vois ici cette histoire-là. On tire au hasard un article dans la liste de tous les articles. Okay? On l'a fait ça premièrement. On n'a pas tiré aléatoirement, comment dirais-je, un certain nombre de grappes. Parce que par rapport à ce premier tirage que tu as fait, tu vas inclure dans l'échantillon tous les articles du premier auteur. Tu vas répéter ça 50 fois pour former un échantillon de 50. Le poids, il est donné au premier article qui a été sélectionné ici. On tire au hasard un article. Ok, parfait. Dans le cours, il donnait comme 4 étapes quand c'était des grappes inégales. Il disait que premièrement, on tire au hasard une unité parmi toute la population. Ensuite de ça, la grappe à laquelle l'unité appartient est la grappe sélectionnée. Ensuite de ça, on sélectionne toutes les unités appartenant à cette grappe. Puis ensuite de ça, on répète. Exactement, c'est ça. C'est tout à fait ça. Juste, c'était à la deuxième étape, tu as dit quand tu sélectionnes quelque chose, c'est ça? Il disait la grappe à laquelle l'unité appartient est la grappe sélectionnée. Voilà, et c'est ça ce qui fait la différence entre sélection égale et inégale. C'est à cette étape-là. OK, la question 159. L'ensemble de toutes les transactions effectuées au cours de la dernière année par tous les détenteurs d'une carte de crédit donnée. OK. On tire au hasard 100 transactions. Pour chaque transaction tirée, on ajoute à l'échantillon toutes les transactions effectuées par le détenteur de la carte. Ici, l'énoncé est plus clair. Qu'est-ce que vous proposez? Ça, c'est la 160. Hein? 159. Moi, Encore j'avais une eu fois. comme de la misère, là, mais je l'ai relu comme plusieurs fois pour bien comprendre que c'était une grappe inégale, là, dans le fond, là, parce que justement, on tire au hasard 100 transactions, puis chaque transaction tirée, on ajoute à l'échantillon toutes les transactions effectuées par le détenteur. Fait au début, moi, j'avais marqué égal à cause qu'on tirait comme 100 transactions, mais j'ai vu que par la suite, on pouvait, de façon que ça avait été tiré, ça dit après ça, chaque transaction qui a été tirée, on ajoute l'échantillon. C'est là que je voyais comme chaque unité tirée, on sélectionne l'échantillon, puis on prend toutes les transactions qui ont été effectuées dans l'échantillon. Oui, pour ça, moi, je le vois plutôt qu'une grappe avec sélection plutôt pas égale, inégale. Oui, c'est ça. Mais au début, moi, j'avais marqué égal, mais à force de le relire puis d'y aller selon les étapes, comme Josée, elle avait parlé, là, j'ai comme fait, OK, c'est inégal, mais il faut vraiment, celle-là, je trouve que tu lises vraiment bien la phrase, là, pour vraiment comme y aller par étapes, là, dire, OK, chaque transaction, fait que c'est pour nous, c'est comme nos unités. Chaque unité, on prend tout, parce que nous, dans l'exemple, ça disait que, et ça se répète, mais là, ça se répète pas, c'est comme toutes les unités qu'on a tirées, c'est comme si on les a tirées après l'autre, bien, on prend l'échantillon qui est attitré à cette transaction-là, puis on va tout prendre les unités. Exactement. Oui, la répétition n'est pas, comment dirais-je, voilà, et pas forcément qu'on la trouve dans les exemples, mais généralement, c'est typique à les grappes d'une façon inégale, comme on l'a vu à 50 fois. Ici, par exemple, il n'y a pas de répétition. Moi, par exemple, comment je détecte, parce que le problème se pose avec l'égal et inégal, et c'est ça ce qui est problématique pour l'étudiant. Moi, mon astuce pour vous, c'est ce que j'appelle cette histoire de poids.
c'est qu'ici, tu as tiré 100 transactions. Tu n'as pas tiré au hasard. Si c'était au hasard, ça peut être 90, 98, je ne sais pas combien il y en a. Ici, on a tiré 100. Et par la suite, sur ces 100-là qu'on va mettre le poids. Et c'est ça, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme dans cette histoire d'auteur. C'est que par rapport à cet article que j'ai tiré, et c'est là ce que je vais donner comme poids. Dans votre livre rouge, si vous voulez lire un petit peu ça, il parle de taille 1 sur M. C'est-à-dire quand il fait son premier tirage, là, il va donner une certaine pondération. Et par rapport à ça, il va la respecter. Il va remplir son échantillon. C'est ce qu'a dit José tantôt dans la deuxième étape. Donc, c'est bon pour ça, 159. La question 160. L'ensemble de toutes les transactions effectuées au cours de la dernière année par tous les détenteurs d'une carte de crédit donnée. On dresse une liste de toutes les transactions, puis on choisit 100 transactions au hasard. C'est un échantillon. Je vous écoute. Aléatoire. Simple. Oui, parce qu'il n'y a rien de précis ou de restriction, si vous voulez. On tire directement un échantillon dans toute la population de taille 100. Donc oui, c'est un aléatoire simple. Je poursuis, la 161. OK. L'ensemble des 500 coureurs répartis entre 5 distances. Donc 2, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 5 distances d'un événement de course à pied. On tire au hasard 2 distances. L'échantillon est constitué de tous les coureurs de ces 2 distances. Voilà. Graphe égal. Exactement. Parce qu'ici, on a tiré 2 distances aléatoirement, peu importe sur ce qu'on tombe. Et par la suite, sur ces 2 grappes-là, on va les remplir par des échantillons. Plutôt, moi, quand je dis remplir, ça veut dire que je vais faire un tirage dans chacune de ces grappes-là. Donc, grappe avec sélection égale. OK, 162. C'est ça, l'ensemble des 500 coureurs répartis entre 5 distances d'un événement de course à pied. On réunit les 500 coureurs, puis on tire au hasard un échantillon de 40 coureurs. On dirait qu'il y a un piège dans la question, mais je pense que vous pouvez la trouver quand même. Aléatoire simple. Exactement. C'est combien ici la taille de la population? C'était 500, n'est-ce pas? Oui. C'est ça. Donc, on est en train de piger un échantillon dans toute la population d'une façon simple. C'est pour ça que c'est l'aléatoire simple. OK. L'ensemble des 500 coureurs répartis entre 5 distances. Encore une fois, c'est la même population. Comment on va faire l'échantillonnage? On réunit les 500 coureurs. D'accord? Puis on choisit un coureur au hasard parmi les 500. On note la distance à laquelle il est inscrit et puis on inclut dans l'échantillon tous les coureurs inscrits à cette même distance. Encore une fois, ici, il y a une sélection qui donne certains avantages ou certains privilèges, bon, je viens de répondre, à la sélection. Voilà. Donc, ça sera... Inégal. J'ai dit, on donne un certain privilège pour ça, pour la sélection, n'est-ce pas? On est à la 163. Oui. Systématique. Moi, quand on donne quelque chose plus par rapport aux autres, ça veut dire inégal, n'est-ce pas? C'est ça, inégal. Exact. Inégal, voilà.
Parce qu'on est en train de privilégier, si vous voulez, certaines distances qu'on a sélectionnées par rapport aux autres. Par contre, je ne sais pas si on a l'exemple. Okay. Peu importe ce qu'on n'a pas à la suite. Comment on peut imaginer un cas avec sélection plutôt égale? Ici, c'est qu'on note rien pour le coureur de la première, cette histoire de 500. C'est-à-dire, on va tirer au hasard des grappes parmi ces 5 distances-là. Par la suite, par rapport à ce que je tombe sur ces grappes-là, genre, je tombe par exemple sur le 10 et le 21. Dans ce 10 et 21, je vais remplir mon échantillon. Vous voyez la différence entre l'égal et inégal? Dans le fond, tu veux dire, parmi les 5 distances, on décide de choisir, je ne sais pas, 2 distances au hasard. Puis parmi ces 2 distances-là, je prends tous les coureurs de chacune des distances. Ça serait égal. Exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire, je ne privilégie pas une distance par rapport à l'autre. OK. La question 164. L'ensemble des 500 coureurs répartis entre 5 distances d'un événement de course à pied. On choisit au hasard 10 coureurs de chacune des 5 distances. C'est très important ici, chacune. Stratifié. Absolument. Enfin, la dernière question, la 165. Ensemble des 500 coureurs répartis entre 5 distances d'un événement de course à pied. On place les 500 coureurs en ordre alphabétique, puis on choisit chaque 10e coureur, le premier ayant été choisi au hasard parmi les 10 premiers. Systématique. C'est systématique, tellement on respecte beaucoup de distance ici. Ben voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vois que ce n'était pas une séance un peu très difficile, n'est-ce pas? Ça va. Session, les questions 11 sont plus difficiles un peu. Hein? Voilà, on peut dire que c'est le calme avant la tempête. Enfin, le chapitre 11, dans le cours, vous allez voir que c'est simple, c'est très technique, calcul, etc. Mais par contre, les exercices, ça demande un petit peu de réflexion. C'est ce qu'on va faire la prochaine fois. Fait qu'on fait juste le 11, la prochaine fois, pas le 12. Hein? On va faire le 11, peut-être ça va s'étaler sur 2 séances, peut-être, certainement. Et il nous reste juste le 12. OK, parfait, merci. Je vous conseille quand même de voir des anciens examens pour le chapitre 10. Des fois, il y a des questions un petit peu... Enfin, comme je dis, ce n'est pas un chapitre difficile. Vous pouvez avoir des points facilement là-dedans, mais des fois, on joue sur cette histoire d'allocation proportionnelle, etc. Donc, essayez de voir ça quand même et peut-être d'en parler la prochaine fois. Parfait, merci beaucoup.